Et voilà, ça y est, on est en direct. Et voilà, voilà. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, voilà, je crois que c'est notre 11e, non, notre 12e Facebook Live en direct. Donc, comme d'habitude, tous les mercredis soirs à 20 heures. Et ce soir, j'ai l'honneur et le privilège d'avoir une invitée, donc, qui est Béatrice. Béatrice est un entrepreneur, d'abord et avant tout, si vous voulez, mais c'est aussi un coach, d'accord, qui est experte dans le domaine de la gestion du temps. Et c'est de ça qu'elle va vous parler ce soir, parce que quand vous voulez atteindre un objectif dans votre vie euh, professionnelle ou personnelle, d'accord, puisque je parle souvent des deux, les deux sont interreliés puisqu'ils marchent en sous-jacent, si vous voulez. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut comprendre que vous devez expressément, à un moment donné, vous poser les bonnes questions. Et parmi les bonnes questions que vous devez vous poser, vous devez vous dire, est-ce que finalement, je suis bien organisé? Est-ce que je suis bien organisé et est-ce que je peux actuellement bien gérer mon temps? Par exemple, si vous êtes père ou mère de famille, d'accord, vous êtes parent, donc vous avez des enfants à votre charge, ou peut-être que vous êtes marié, vous avez une vie personnelle, donc vous voulez peut-être créer une activité, mais profiter à côté de votre vie personnelle, justement. Donc vous devez organiser tout ça, organiser votre entreprise pour justement bénéficier du fait d'avoir du temps libre pour vous, avoir consacré du temps pour vos clients, mais ensuite profitez aussi du temps libre parce que vous avez quand même créé une activité pour ça. Bonsoir Sam. D'ailleurs, avec Sam, dans une ancienne interview, on en avait parlé, justement, il est l'exemple parfait d'une personne qui gère un business, on va dire, et sa vie de famille avec sa femme et ses enfants, etc., qui sont jeunes. Et donc là, on va un petit peu approfondir sur le sujet ce soir avec Béatrice, qui est une experte justement en gestion du temps et qui va nous partager justement du contenu de valeur, des expériences qu'elle a vécues, on va dire, avec ses clients, justement, qu'elle a aidé, qu'elle a accompagné et qui ont obtenu pas mal de résultats, on va dire, dans leur vie, hein. Donc, tout à l'heure, quand on parlera, je vous mettrai un lien son site internet, donc vous pourrez aller voyager un petit peu à travers ces rubriques et voir les témoignages, justement, qu'on lui a livrés par rapport à ça. Et donc, justement, Béatrice, est-ce que pour démarrer donc ce petit live, est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es? Alors, donc, déjà, bonsoir à tout le monde. Merci Maurice de ton invitation, hein, c'est un grand plaisir. Je t'en prie. Alors tout d'abord, eh bien, c'est vrai que, comme tu l'as dit, je suis coach, un coach professionnel, et je me suis vraiment spécialisée dans le domaine de la gestion du temps. Alors plus particulièrement, gestion du temps, j'appelle ça au féminin. Il faut savoir qu'en fait, la gestion du temps concerne aussi bien les hommes que les femmes. Oui. Et j'ai plus une clientèle féminine, effectivement, tout simplement parce qu'il y a quand même quelques différences. On dit toujours, hein, les hommes sont monotâches, les femmes sont multitâches, c'est pas très gentil pour démarrer. Mais en fait, c'est un petit peu, ça me fait un petit peu sourire parce que après je me rattrape toujours parce que je dis que les hommes atteignent plus vite leurs objectifs parce que justement, ils ont beaucoup de focus. Mais c'est quand même une vérité, hein, à propos des femmes, pardon de te couper, mais voilà, c'est quand même une vérité. Ouais. Il y a quand même une bonne moyenne là-dessus qui prouve qu'il faudrait un tout petit peu être de mauvaise foi pour ne pas vraiment le reconnaître. Et effectivement, les femmes ont ça dans le sang, hein, cette gestion, cette organisation. C'est quelque chose que vous avez vraiment dans le sang. Et donc, voilà, je te laisse nous partager justement ces petites pépites, même si on généralise. Donc, effectivement, dans la gestion du temps, bien, je viens un peu à l'encontre justement des femmes qui sont trop multitâches, pour qu'elles essaient de faire un lâcher prise et d'avoir beaucoup plus de focus sur chaque tâche les unes après les autres. Donc, d'être plus dans le moment présent, on va dire, dans chaque chose qu'elles font au cours de leur journée. Et d'essayer, c'est très difficile hein, pour les femmes de réussir quand elles sont au travail, de ne pas être en train de penser, tiens, il faut que j'aille chercher les enfants à l'école, le repas du soir, le ménage, la lessive à mettre en route, tout ça. Et c'est un travail, et c'est là où ça différencie, on va dire, de la gestion du temps des hommes, c'est que les hommes sont quand même moins
dans dans ce cerveau qui bouillonne tout le temps. Donc, en fait, c'est un travail qui est différent à ce niveau-là. Hein. Mais sinon, au niveau de la gestion du temps, on a quatre domaines qui sont très importants, et que ce soit homme ou femme, là, on va s'y retrouver tous, en fait, hein. Tout simplement parce que la gestion du temps, eh bien, c'est avant tout, j'ai toujours que on veut gagner du temps, pourquoi? Voilà, la bonne question, c'est pourquoi? Pourquoi voulons-nous gagner du temps? Et les clientes, lorsqu'elles viennent me voir, ou lorsqu'on discute, ou lorsque je rencontre du monde, oui, j'ai pas le temps. Ah, ok. Tu veux du temps, pourquoi? Et là, il y a un blanc. Et c'est là qu'on se rend Génial. compte qu'en fait, c'est pour ça qu'en fait, on ne gagne pas de temps. Parce qu'on ne sait pas pourquoi on veut gagner du temps. Ouais, c'est vrai. C'est Et vrai. c'est la même pour l'objectif. Ouais. C'est-à-dire que l'objectif, à partir du moment où on n'a pas le pourquoi on veut atteindre tel objectif, que ce soit retrouver du travail, que ce soit changer de travail, que ce soit acheter une voiture, que ce soit, enfin bref, peu importe l'objectif, si véritable pourquoi, eh bien, c'est comme dans la gestion du temps, ça veut dire que ce n'est pas clair. Et la gestion, c'est une question de clarté. Ouais, d'abord et avant tout. D'abord, une question de clarté. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est que le temps, on en a parlé dans le cours vidéo que tu as fait tout à l'heure, où tu m'as pris un peu à l'improviste. Oui, je t'ai arraché dans le quotidien pour... Oui, entre les coups de fil, les téléphones, bref, j'ai réussi à me chuter 2 minutes, mais on a terminé cette petite vidéo en parlant du temps qui était un cadeau. Ouais. On parle toujours du temps, c'est le présent. Le présent, c'est aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui, c'est le présent? Parce qu'aujourd'hui, c'est un cadeau. Et à partir du moment où on n'est pas conscient que chaque instant qu'on vit, c'est un cadeau, on ne fait pas ce qu'il faut pour l'apprécier. Donc déjà, avant de gagner du temps, avant de mettre des stratégies en place, de mettre des outils en place, des méthodes en place, la première chose, c'est ce qu'on appelle au niveau du développement personnel, on va le retrouver, ça, hein, c'est avoir conscience du moment présent, c'est apprécier le moment présent, c'est se rendre compte que la vie, elle compte hein, quand même, hein, quoi qu'on en dise. Hein. Oui. Par rapport à l'univers, on représente une petite poussière. Et si on ne s'est pas profiter de ce moment de chaque instant, oui, qui court par rapport à l'univers entier, c'est quelque chose de très court. Et si on ne sait pas en profiter, on passe à côté de plein de choses. Donc c'est pour ça que c'est très important de prendre conscience de chaque moment. En fait. Et c'est pour ça que de plus en plus, moi les clientes, je les oriente beaucoup là-dessus parce que au début, lorsqu'elles viennent me voir dans un premier temps, elles vont me parler de beaucoup de choses. Et en fait, on va se rendre compte que c'est le temps qui est entre guillemets la problématique. Parce que le temps est mal géré. Et quand il est mal géré dans plein de domaines. Il va être mal géré, par exemple, parce qu'on ne sait pas communiquer. Donc, elles ont des problèmes de couple. Quand je dis elles, hein, ça pourrait être il ou elle. Hein. Là, ce soir, je pense qu'on s'adresse à tout le monde aussi. Mais dans la communication, si on ne sait pas communiquer, qu'on ne sait pas écouter, qu'on ne sait pas, qu'on n'est pas dans l'observation, et bien, on perd du temps. On perd du temps, on n'est pas dedans. Donc, c'est vrai qu'on va perdre du temps parce qu'on communique mal. On va perdre du temps parce qu'on est mal organisé dans sa vie au quotidien, pour la moindre petite tâche, on va dire. Hein. Ouais. Que ce soit s'habiller, que ce soit pour se préparer, que ce soit dans la maison. Il y a une façon aussi de gagner du temps. Ça, c'est un grand thème dans lequel là, j'ai une petite préférence, je dirais, dans ces thèmes parce que j'adore le vide. Je suis une passionnée du vide. Récemment, et le vide peut gagner un temps, mais c'est fou le temps qu'on peut gagner en faisant du vide. Et ça surprend toujours un peu les gens parce que quand on leur parle de gestion de temps, qu'est-ce qu'ils pensent? Stratégie, planning. Et moi, je démarre souvent par le vide.
Ça surprend toujours un peu cette façon, cette approche de la gestion du temps. C'est intéressant ce que tu dis, oui. Et oui, et le mental et le vide. Et les personnes, au début, elles pensent gestion du temps, elles pensent stratégie, Oui, elles pensent en planning. oui, Mais si tu fais des plannings et que quand tu n'es pas prêt tes plannings, de toute façon, tu ne vas pas les tenir. c'est vrai. Si ton esprit n'est pas clair parce que chez toi, c'est pas clair entre guillemets, hein, ça veut dire que quand notre esprit il est occupé par plein de choses dans sa maison, je ne sais pas si, dans quelle pièce vous situez tous actuellement, mais si vous avez une pièce où il y a beaucoup trop de choses, votre cerveau, indirectement, il est occupé aussi. Oui, Donc, tout ça, on ne se rend pas compte qu'on perd du temps pour plein de choses, en fait. Le moindre détail est s'accumuler dans une journée. Bien, entre l'organisation, la façon dont on organise ses journées, mais tous les moments où on perd du temps, pour des choses auxquelles on ne pousse pas consciemment. Et c'est là où on va commencer à optimiser ses journées, c'est à partir du moment où on va être conscient du temps qu'on perd. En fait. oui. Alors, pendant qu'on était en train de parler, il y a eu quelques petits bugs. J'ai fermé plusieurs fenêtres parce que je crois que il y a des commentaires qui sont passés dans lesquels on disait qu'il y a eu pas mal de bugs. Il y a eu des coupures sonores, apparemment. Voilà. Donc, même si moi, j'ai ouvert deux fenêtres pour voir si ça allait s'améliorer, si ça allait changer quelque chose, tu sais, mais voilà. Donc, j'espère que ça va mieux. Donc, dites-moi dans la zone de commentaires si toutefois ça va mieux et si toutefois vous pouvez maintenant mieux nous recevoir au niveau du son. De toute manière, il va y avoir le replay, donc vous allez pouvoir bénéficier du replay. Et je pense que quand on met en place le replay, le son revient naturellement. Voilà. Mais n'hésitez pas donc à nous dire un peu si ça s'est rétabli. Donc voilà, excuse-moi Béatrice, tu peux continuer. Donc alors, effectivement, si j'ai bien compris, tu nous expliques clairement que ta manière en fait de concevoir la gestion du temps, elle se base et elle se fonde, elle se positionne d'abord et avant tout sur cette notion fondamentale qu'on appelle le vide. Oui. Voilà. Le vide et le lâcher prise. Donc le lâcher prise, il y a une notion de vide aussi hein, dans le lâcher prise. Oui, hein. oui. Et oui, donc quelque part, voilà, je dirais qu'il y a deux grandes clés, c'est le lâcher prise et le vide. D'accord. Lorsqu'on arrive à lâcher prise mentalement oui. et du vide au niveau matériel, oui. eh bien, on a vraiment, je dirais, les deux clés principales déjà de la gestion du temps. D'accord. Après, une fois qu'on a ces deux clés-là, en place, la planification, la stratégie, on va aussi travailler sur sa communication, parce que ça, la communication, je dirais que c'est un point clé par rapport aux relations, à l'entourage, au travail, plein de choses. Hein, la communication, à partir du moment où il y a une mauvaise communication, on n'arrive pas à obtenir la coopération volontaire des autres. Donc, si on a des enfants et qu'on leur parle pas le même langage, hein, parce qu'il y a une façon de communiquer. Bien tout le temps. Parce qu'on ne peut pas dire, si on a 4 enfants, on ne peut pas leur dire tous les 4, ils peuvent avoir tous les 4, parce qu'on dit toujours qu'il y a 4 profils hein, bien différents. Et ces 4 enfants-là, on ne peut pas leur dire de la même façon, par exemple, d'aller ranger leur chambre. Ça ne fonctionnera pas. Déjà, si on leur dit d'aller ranger leur chambre, de toute façon, ça ne fonctionnera pas. Donc, il y a une façon de faire. Et à 4 façons différentes en fonction des profils. Donc, rien que là, quand on comprend ça, on se rend compte que si on veut gagner du temps, il faut aussi savoir communiquer. C'est intéressant ce que tu dis. C'est une approche qui est totalement différente de notre perception, on va dire, de cette fameuse réalité, finalement, qui est la réalité temporelle. Donc, la manière dont tu nous proposes justement cette fameuse dimension du temps, elle est très intéressante. D'ailleurs, dans ton site Internet, tu as mis en avant justement des piliers hein, qu'on peut aller voir. Hein. Je crois qu'il y en a 4, s'il me semble bien. Voilà. Et tu as bien... Bravo. Oui. Donc voilà. Donc
Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus par rapport à ces quatre piliers et par rapport à ta résonance, on va dire, sur la gestion du temps? Alors, tout à fait. Alors, le premier pilier, il concerne principalement le côté mental. D'accord. Je dirais que c'est vraiment celui par lequel il faut démarrer. Oui, d'accord. C'est un peu comme un enfant qui apprend à marcher avant qu'il se mette sur ses deux petits pieds. Ouais. Ouais. Donc, l'idée, c'est quand même de démarrer par le début, c'est de faire un premier travail sur le mental. C'est là où on va acquérir le lâcher-prise déjà. D'accord, ok. Acquérir le lâcher-prise et puis on va acquérir deux notions importantes, hein, le lâcher-prise et surtout l'acceptation. Ah, d'accord. Parce que l'acceptation, pour pouvoir accepter un changement, on peut mettre en place un changement. Il faut accepter déjà. Oui, tout à fait. Donc, il faut d'abord faire le travail sur j'accepte de changer les choses dans ma vie, j'accepte de changer mes habitudes. Il y a quand même un travail là-dessus, vraiment, sur le mental. Oui. Le premier pilier va plus se construire sur l'attitude positive, sur la lâcher prise, sur l'acceptation des choses, l'acceptation au changement. Voilà, tout ça, on est bien dans un côté mental. D'accord. Ouais. Le deuxième pilier, là, c'est celui dont j'avais juste parlé avant. Moi, j'appelle ça de la communication constructive. Dans la communication constructive, on va retrouver surtout, si on veut gagner du temps, il faut avoir une bonne écoute. Ce qu'on appelle l'écoute active, en fait. Parce que là, je vais reprendre l'exemple. Je ne vais pas prendre l'exemple des enfants, je vais prendre l'exemple du conjoint, par exemple. Je vois beaucoup avec mes clients, c'est pour ça. Et là, encore une fois, messieurs, je suis désolée. Et souvent, j'ai des clients qui me disent oui, je parle à mon mari et il n'entend rien. Alors moi, souvent, je leur dis, je vous rassure, parce que moi, à la maison, quand je parle à mon homme, il ne me répond pas. Il répond en face que je lui ai dit. Donc, il a entendu. Il a entendu, mais il n'a pas écouté. Ça veut dire qu'en fait, il est capable de répéter comme un oiseau ou un perroquet, on peut répéter en gros. Oui, la phrase est arrivée dans son cerveau. En fait, ce que je vais lui avoir dit, il ne va pas le faire, parce qu'il ne l'a pas intégré. Ouais. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle, c'est pas une écoute active, en fait. Il a écouté, mais quelque part, c'est comme si il n'avait pas écouté. Il est juste. Il a entendu, mais il n'a pas écouté. Voilà, tu vois. Ouais. C'est ça que. Et là, les personnes, elles ne comprennent pas quand je dis ça. Mais je dis si. Je dis, en fait, donc la personne, elle te dit oui, mais je t'ai écouté, je t'ai écouté. Mais en fait, non. Elle a écouté, mais elle n'a pas entendu. Voilà. En fait. Donc, il y a vraiment il y a vraiment quelque chose à faire avec cette communication, c'est-à-dire d'être sûr qu'on soit écouté, entendu. Donc, il y a une façon de communiquer avec l'autre pour que ça fonctionne. Sinon, eh bien, la personne, elle est non seulement frustrée, et c'est du temps perdu parce qu'elle parle pour rien dire. Ouais. Donc, il y a tout un travail sur la communication constructive, comment parler avec son téléphone, comment parler à ses enfants, comment parler avec ses relations de travail, comment parler pour obtenir la coopération volontaire de l'autre, en fait. Oui. Et là, on va gagner du temps. Oui. Alors, justement, il faut quand même comprendre que tu te positionnes, on va dire, sur deux volets complètement différents, voire peut-être même opposés, ou peut-être même paradoxal, on va dire. C'est-à-dire que tu te positionnes sur l'aide et l'accompagnement aux personnes, on va dire, qui sont très occupées dans leur vie, mais tu te positionnes aussi sur l'aide et l'accompagnement des personnes qui, elles, ont du temps libre. Et quand je dis temps libre, c'est temps libre entre guillemets, par exemple, des demandeurs d'emploi, des retraités, on va dire, et pour ceux qui sont occupés, on entend bien par là des entrepreneurs ou éventuellement des cadres, peut-être. Hein, voilà. Donc, est-ce que tu peux, dans chacune de ces catégories,
est-ce que tu peux nous donner des exemples justement de positionnement? En fait, on va revenir sur les 4 piliers dont on parlait parce que là, on en a cité 2. Hein? Voilà. Donc, est-ce que tu peux voilà, nous partager justement des exemples de situations dans lesquelles justement tu peux positionner ces choses-là? Par exemple, voilà, on va prendre l'exemple d'un chef d'entreprise, un entrepreneur. Oui. Donc, comment est-ce que tu positionnes cette gestion du temps par rapport à lui? Alors, l'entrepreneur, donc, au niveau, alors, il y a 2 types d'entrepreneurs, on est bien d'accord. Il y a l'entrepreneur qui va travailler de chez lui, qui est complètement différent de l'entrepreneur qui a sa société, qui va, voilà. Donc, qui a pignon sur rue, on va dire. Déjà avec deux profils différents. Ouais. Et si on prend déjà l'entrepreneur qui travaille de chez lui, dès là, il va y avoir déjà une problématique qui va se produire très souvent. C'est la fusion, on va dire, entre la vie perso et la vie pro. Ouais. Et là, je vais revenir sur un peu mon exemple d'homme et de femme. Oui. En général, un homme qui travaille à la maison va avoir plus de facilité à fermer la porte du bureau et il va pouvoir gérer son activité, c'est-à-dire il va se focaliser pendant un certain créneau d'horaire, c'est-à-dire il va s'établir un créneau d'horaire, il va le faire plus facilement que la femme qui travaille à domicile. Ah ouais. Elle va beaucoup être, elle va vouloir en même temps que son activité faire des choses qui ne sont pas liées à l'activité. Ça veut dire que oh ben tiens, pendant que je travaille, je prends en même temps à lui mettre une lessive à cuire pendant que je fais ça, ou alors elles vont répondre, et ça c'est aussi, elles vont répondre, elle va avoir une amie qui va appeler, l'amie elle est catastrophée, parce qu'elle est à l'envers, et la femme entrepreneur va prendre le temps, on va dire, de l'écouter, de passer du temps avec elle, et on le retrouvera moins chez l'homme, parce que l'homme, il va plus facilement, il va plus rapidement. D'accord. Oui, elle a beaucoup de... Alors, je pense qu'il y a des hommes aussi qui ont du mal à dire non, parce que ça se trouve dans tout le milieu. Oui. Mais la femme, je dirais c'est bien plus prononcé. Et du coup, eh bien, si on ne travaille pas sur cette fameuse gestion du temps dans la journée, c'est-à-dire vraiment avec et là, on va venir vraiment à la planification et des plannings à respecter avec des horaires où on va vraiment organiser le travail pour qu'il soit fait. Sinon, la journée va s'écouler et la personne va se retrouver, la femme elle va se retrouver frustrée de ne pas avoir concrétisé, on va dire, ses tâches vraiment professionnelles. C'est-à-dire là, elle va parfois passer des choses personnelles avant ses priorités professionnelles. Et c'est là où ça se complique pour les femmes qui travaillent du domicile, en fait. On va avoir les enfants qui vont rentrer dans le bureau et on va avoir du mal à dire à un enfant non, je suis en train de travailler, tu sors du bureau. Oui. Donc, il va falloir apprendre à oser dire non. D'accord. Justement, c'est là où la communication constructive va faire tout son effet. Exactement. Comment communiquer avec l'enfant pour lui faire comprendre que quand la maman travaille, on ne va pas dans le bureau. Et pareil avec le conjoint, parce que le conjoint, parfois, il a du mal à accepter aussi que sa femme ait une activité, on va dire, indépendante de chez elle. Oui. Et il va aussi, pareil, venir lui demander, lui poser des questions, et elle va avoir du mal à dire, voilà, c'est là-dessus où on va travailler au niveau de communication, de façon à ce qu'elle puisse gagner du temps, et qu'elle puisse surtout concentrer son temps pour bien développer son activité. D'accord. Donc, c'est intéressant ce que tu dis, parce que finalement, quand on est entrepreneur, quand on est salarié, quand on est demandeur d'emploi ou autre, on est d'abord avant tout un être humain. Donc, on fonctionne en inné finalement. On ne fonctionne pas du tout en mode, voilà, je suis bon partout, je suis professionnel partout. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu nous partages justement des choses que d'autres personnes ne voient pas finalement, ou que d'autres personnes voient de manière inconsciente ou qui n'ont pas clarifié. Donc, ils se disent, qu'est-ce qui se passe? Justement, je n'arrive pas à avancer dans mon activité, je n'arrive pas à atteindre mon objectif à la fin de la journée.
Et au final, peut-être que je vais pas avoir confiance en moi et puis je vais me dire que je suis nul et puis que ceci, que cela. Alors qu'en fait, on se crée tout un discours intérieur alors qu'au final, c'est qu'une question d'organisation. Et tu aides justement, là on prend l'exemple dans ce premier cas, hein, on prend l'exemple des entrepreneurs, mais dans cette situation-là, justement, et l'exemple parfait, c'est, comme tu disais, les entrepreneurs qui vivent chez eux, au final, on a justement ce genre de cas d'étude qui laisse approuver que on a besoin à un moment donné d'un coach justement pour clarifier tout ça. Quand on veut développer vraiment son potentiel de réussite et qu'on veut optimiser tout son potentiel pour atteindre des paliers supérieurs, on a besoin de ce genre d'accompagnement pour avoir un recul et dire, OK, bon, mais maintenant, je suis pas du tout professionnel là-dedans et je vais investir à moi pour améliorer mes compétences relationnelles, parce que là, on parle finalement de compétences qui sont pas innées, hein, ces fameuses compétences relationnelles, et qui vont permettre justement de créer une sorte de, je sais pas si je dis le bon mot, mais une sorte de stratégie, finalement, qui va permettre de mettre en place une symbiose dans mon environnement professionnel et personnel, finalement. Et ne pas se laisser surtout trop déborder par les émotions, parce que justement, c'est le côté émotionnel qui prend le dessus souvent dans ce cas-là. Ah ah, j'en parle souvent, et c'est bien que tu... Souvent, voilà, et ce côté émotionnel, c'est là où on peut perdre effectivement beaucoup de temps, parce que on se croit, on va dire, obligé de faire certaines choses, et aussi, bien, il y a toutes ces croyances, hein, Ouais. ça en coaching, c'est une des choses sur lesquelles on est obligé de travailler, même en gestion du temps, on travaille beaucoup sur les croyances, parce Ouais. que si on veut faire lâcher prise aux personnes, on va vraiment travailler sur les croyances que l'on a, style savoir dire non à un enfant, ou dire non à un conjoint, ou savoir dire non à une amie qui est au téléphone en larmes en train de... Et oui, parce que de savoir lui dire, écoute, je te rappelle dans 2 heures et je termine une tâche vraiment importante, une priorité. Et ça, c'est quelque chose qui c'est plus facile à faire quand on a un emploi à l'extérieur, on travaille dans une entreprise, ça va être plus facile parce qu'on ne va pas oser répondre à la copine. C'est gênant. Tu ne te vois pas trop dans une banque en train de dire excuse-moi. On a des situations complètement différentes en fonction des postes et des activités. Et là, tu me parlais tout à l'heure de la gestion, on a parlé des demandeurs d'emploi. C'est vrai que là, moi, les demandeurs d'emploi, au niveau de la gestion du temps, c'est pareil. Il y a quelque chose qui est... c'est impressionnant lorsque je travaille avec les demandeurs d'emploi, de voir des demandeurs d'emploi qui n'ont pas de temps. Ah ouais, ils vont pas de temps. Ils n'ont pas de temps pour chercher. En plus, pour vraiment chercher, pourquoi? Parce que ils se laissent déborder par la vie personnelle. Et la vie personnelle, du coup, si en général, dans beaucoup d'activités, c'est l'activité professionnelle qui va manger, on va dire, sur la vie perso, et dans le demandeur d'emploi, on va dire, on va avoir l'inverse, c'est-à-dire c'est la vie personnelle qui va venir manger, on va dire, tout le timing qui est normalement censé être réservé à la recherche. Et donc, du coup, il va falloir remettre tout ça dans l'ordre, parce que forcément, là aussi, il y a une frustration, culpabilité, je ne travaille pas, donc je dois faire ci, je dois m'occuper plus des enfants, ou de la maman, ou du... Pourquoi? Parce qu'on culpabilise de ne pas travailler. Et non, quand on est en recherche d'emploi, on est un indépendant, donc on est là pour se vendre aussi. Donc la personne qui se retrouve dans la position du demandeur d'emploi, c'est un entrepreneur. Alors c'est intéressant ce que tu dis justement par rapport à ça, parce que tu as une vision, une perception de cette réalité. Moi, personnellement, je trouve qu'elle est vraiment passionnante, en fait, parce que tu arrives à leur faire comprendre, justement, que un entrepreneur, on va dire, et une personne qui est en recherche d'emploi, elles vivent les mêmes challenges au final. Elles vivent c'est une certaine forme de psychologie que tu mets en analogie par rapport aux challenges qu'elles vivent au quotidien et dans lequel, justement, tu leur expliques que vous êtes pareil, quoi. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus justement là-dessus? Parce que je trouve ça vraiment intéressant, ce point de vue-là, et dans notre société encore plus francophone, en France notamment, on n'en parle pas beaucoup. Je vois qu'il y a Guylaine qui nous a rejoint, Guylaine qui est canadienne,
si tu veux. Donc, peut-être que ça se passe différemment au Canada. Elle va pouvoir nous dire ça au niveau de la zone de commentaires. Si toutefois, voilà, je ne sais pas si elle est de passage ou si elle va rester basée, mais voilà. Mais ta perception de cette réalité, elle est vraiment très intéressante, je trouve. Alors, est-ce que tu peux justement approfondir là-dessus et nous expliquer justement comment tu fonctionnes avec les demandeurs d'emploi pour expliquer cette analogie, on va dire, avec… Il faut savoir souvent, j'ai souvent fait j'en fais d'ailleurs toujours, hein, des ateliers vraiment pour les demandeurs d'emploi. Déjà, la première chose que je leur fais passer comme message, c'est que d'abord, ils sont pas en demande. Donc déjà, ils sont pas en demande. En recherche, et je dirais mieux, ce sont des chercheurs de jobs. Ça veut dire peut-être, on dit toujours des chercheurs de tête, il y a des chercheurs de jobs. En fait, c'est vraiment, il faut vraiment qu'ils arrivent à se mettre dans une position, justement, d'entrepreneur. Et là, déjà, l'optique, l'attitude va changer. C'est-à-dire que la personne, déjà, elle va plus se sentir, je suis en demande. Non. Elle offre un service, c'est elle le service, mais elle l'offre. Donc ça, c'est la première chose qui est très importante, c'est de se mettre déjà dans une position où on est là, en position de force, on n'est pas en demande. C'est intéressant comme ce que tu dis parce que psychologiquement déjà, ça change. Est-ce que je suis là, excuse-moi, mais voilà, je remets le. Est-ce que je suis là pour au final quémander un travail en disant s'il vous plaît, donnez-moi un travail, un petit peu comme je vais être un petit peu agressif dans les termes, mais un petit peu comme une soupe populaire, tu sais, s'il vous plaît, donnez-moi un peu les miettes qu'il vous reste, ou est-ce que je suis là en position d'affirmation de soi, en train de dire je vous offre mes services. Donc, profitez-en, quoi. Je vous donne l'opportunité de profiter de mes compétences, je vous donne l'opportunité de profiter de mes services pour qu'on travaille ensemble, justement, dans la stratégie et l'aboutissement de votre projet de créateur d'entreprise. Voilà. Moi, avec mes bras, avec tout le regard et le recul que j'ai, les compétences que j'ai, je vous offre mon service. Donc, déjà, je trouve que c'est vraiment pertinent que tu mettes ce volet-là en lumière pour les demandeurs d'emploi. Parce que souvent, le courage aussi, il est dû parfois à la perception de la réalité. J'en parlais dans une vidéo précédemment, tu sais, la semaine dernière, de cette fameuse confiance en soi, l'estime de soi, etc. Et je trouve que c'est vraiment un très, 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 très bon point à souligner que notre positionnement, il doit être clair par rapport à ça. Et quand ils ont ce positionnement-là, déjà, là, c'est à ce moment-là, je vais leur dire, vous allez voir, en fait, vous êtes réellement des entrepreneurs. Alors là, ils sont un peu surpris parce qu'ils ne voient pas le rapport entre je cherche quoi et je suis entrepreneur. Et je leur dis, oui, parce que, en fait, pendant vos journées, qu'est-ce que vous allez faire pour vos journées? Alors là, il y a un peu le vide. Et puis, donc, je leur donne un peu des exemples. Je dis, bon, ben voilà, qu'est-ce que vous faites en général? Alors, il y en a qui vont me dire, je regarde Internet, je réponds à des annonces. OK. Et après? Mais je leur dis, vous faites des fois des candidatures spontanées. Oui. Donc, vous faites de la pub si vous faites une candidature. Oui. L'entrepreneur, il fait quoi? Il fait de la pub aussi. Oui. Après, je vais leur dire, vous allez sur les réseaux sociaux. Oui. L'entrepreneur, il fait quoi? Il va aussi sur les réseaux sociaux. Après, je vais leur dire, vous n'allez pas dans des événements ou autres. Si vous voulez rencontrer du monde, vous êtes en recherche d'emploi, il ne suffit pas d'aller dans un salon d'emploi. Tout le monde cherche du boulot dans un salon d'emploi, c'est pas là qu'il faut aller. Oui. Alors, je dis, là, il me regarde. Je dis, ben oui, là, vous êtes dans un forum d'emploi, mais tout le monde cherche de l'emploi. Et pourquoi vous n'allez pas dans les autres salons, justement? Allez dans n'importe quel salon. Vous allez dans le salon d'immobilier, dans le salon de la cuisine, dans le salon de la déco, dans le salon de la. Pourquoi? Parce que vous allez rencontrer des professionnels sur les stands, c'est que des professionnels. Vous allez rencontrer des professionnels, vous allez dans les salons. Et là,
Je leur dis, il fait quoi l'entrepreneur aussi pour se vendre? Il va aussi dans les salons. Il va aussi se faire connaître. Et puis, il va aller aussi dans des soirées, des soirées comme des soirées networking ou autres. Et le demandeur d'emploi doit faire la même chose. Il doit aller dans les mêmes endroits. Il doit sortir. Il doit garder, et j'ai toujours, en tant que personne qui recherche un emploi, il faut toujours penser à garder un minimum de budget pour sortir, comme ferait l'entrepreneur. En fait, c'est un entrepreneur aussi, donc il faut qu'il investisse, lui. Et du coup, j'en fais petit peu par petit peu, amener à quelque chose de complètement différent. C'est vrai qu'ils me disent, ah oui, c'est notre vision, c'est notre vision. Et oui, et je leur dis, là, vous allez maintenant avoir un emploi du temps qui tient la route. Ouais. On revient sur la gestion du temps. Ouais. Parce que du coup, je leur dis, bah voilà, le lundi, vous faites des candidatures, le mardi, vous répondez à des annonces, le mercredi, vous allez aller voir un salon, voilà, en fait, on va trouver des choses à faire. On va pas se contenter juste de répondre à une annonce. Et du coup, eh bien, c'est vrai que la personne, elle se sent du coup réellement en activité. On arrive du coup à caler des horaires avec des choses à faire parmi ces horaires. Parce qu'au début, quand je leur fais l'analyse de leur journée, qu'est-ce qui se passe? On voyait 1 heure réservée à chaque fois, puis le reste. Et c'est pas qu'ils voulaient pas quelque part. C'est que soit le personnel venait se greffer dans la vie au quotidien, une chose que de toute façon, ils ne savaient pas vraiment comment organiser l'hypothèse de leur journée. Et quelque part, il n'y avait pas de gestion du temps. Et du coup, c'est vrai que là, quand ils ont cette vision du temps, cette vision, sachant qu'ils doivent faire comme un entrepreneur, comme un dépendant, eh bien, d'abord, ils se sentent mieux, hein, bien évidemment, parce que c'est toujours mieux d'être un entrepreneur que d'être un demandeur d'emploi. Donc, forcément. Tout à fait. Peut-être, je veux dire, il n'y a même pas photo, ça se compare. Et ça change complètement l'attitude. Et l'attitude devient positive. L'attitude devient battante. Et donc, forcément, on a des meilleurs résultats, même pour les entretiens. C'est toute une démarche, tu vois, on peut vraiment mettre côte à côte l'indépendant, l'entrepreneur, c'est intéressant. La personne, le chercheur de choses. Ouais, non, très intéressant. Et il y a quelque chose que je disais, tu sais, auparavant, il y a quelques mois en arrière, sur le mot justement entrepreneur, et j'expliquais qu'effectivement, nous sommes tous des entrepreneurs dès lors que nous décidions d'entreprendre quelque chose. Une mère de famille qui décide d'entreprendre le projet de s'occuper de sa famille, c'est un entrepreneur. Dès qu'on décide d'entreprendre un projet, une idée, on est un entrepreneur. Dès qu'on décide, en tant que même rechercheur d'emploi, on décide d'entreprendre des démarches, on va dire, pour rechercher un emploi, comme tu l'expliquais, que tu le soulignais bien, et tu le soulignes aussi par les faits, à travers ta vision de coaching, on va dire, donc qui est assez pertinente et originale, je trouve. On parle encore à des entrepreneurs, quoi. Donc, on met le doigt et l'accent sur le fait de leur expliquer que finalement, si j'ai bien compris, hein, par rapport à ce que tu disais, on met le doigt et l'accent sur le fait de leur expliquer que finalement, ils doivent être actifs de leur propre vie et non pas passifs. Donc, ils ne sont pas en position de subir leur vie, mais au contraire en position d'aller chercher ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent, quoi, de se créer en sur-mesure ce qu'ils désirent finalement et de tenir les rênes un peu quelque part de ce qu'ils désirent, quoi. Parce que c'est toujours, qui est réalisatrice et actrice, ou réalisateur et acteur de ta vie. Waouh. Ouais. C'est vraiment prendre sa vie en. Amen. Tout à fait. Alors, avec les expressions françaises, je vais sortir la petite blague. Prendre sa vie en main, mais surtout prendre son pied en prenant sa vie en main. Voilà, ça c'est fait. Merci, au revoir tout le monde. C'était un Facebook Live en direct. Merci, au revoir. Voilà. Alors, justement, tout à l'heure, on parlait des 4 piliers. Donc, tu nous as présenté 2 piliers. Donc, il y a celui de la communication. Tu nous as parlé aussi d'un second pilier, on va dire, celui du mental.
est-ce que tu peux nous parler d'un troisième pilier dont tu fais référence justement et que tu mets expressément en avant justement par rapport à ça? Alors, le troisième, il y en a deux, hein, il en reste deux. Hein, oui, tout à fait. Il y en a quatre, donc on en a déjà eu deux. Donc, je les répète pour ceux qui n'ont pas. En premier. Comment? Celui que j'adore. Voilà, celui-là, comme je suis un peu pervers, on va partir sur celui-ci. On va partir sur celui-ci. Voilà. Ce troisième pilier, il y a effectivement le cri, le vide. Et ça, pour moi, c'est vraiment, je dirais que c'est fondamental. Ouais. C'est fondamental. Et d'ailleurs, je pense que je vais prendre un exemple qui va faire que tout le monde a dû connaître ça. Je ne sais pas si on a un peu tendance tous à garder, à conserver. Ouais. Et alors, moi, j'ai pris une habitude, c'est comme je n'aime pas jeter quand même, qu'est-ce que je fais? Je mets tout ce que je n'ai pas besoin à la cave. Ouais. Il y avait un moment où la cave commence à être bien pleine. Je vais prendre un exemple qui est le mien. Je cherchais mon pulvérisateur pour arroser mes plantes cet été. Mon pulvérisateur, ça fait pas mal de temps que je ne l'avais jamais utilisé. Je sais qu'il était à la cave. Eh bien, je ne le trouvais pas. Pourquoi? Parce que j'avais trop de choses. Et en fait, ça me travaillait, mais ça m'a travaillé. Et c'est là où je me suis dit, c'est incroyable pour un malheureux pulvérisateur de se prendre la tête comme ça. Et en fait, plusieurs fois, ça me convenait dans la journée, tu sais, je me disais, c'est quand même pas possible. Je suis allée en acheter un, et malgré tout, mon esprit, et continue à penser à ce pulvérisateur. C'est pas possible, je ne l'ai pas donné, je ne l'ai pas jeté, je l'ai. Ça me prenait vraiment, vraiment la tête, tu vois, je veux dire, pour un truc. Et du coup, j'ai fait venir du monde pour vider la cave, parce que ça, c'est le truc que je fais tous les 6 mois. Alors là, on vide tout, hein, carrément. Et j'ai retrouvé, bien sûr, le pulvérisateur. Et là, je me suis dit, tu vois, pourquoi ça sert de garder quand tu en as besoin, tu ne le trouves pas? Ouais. Parce qu'en fait, à vouloir tout garder, et non seulement l'esprit, moi je l'ai vu, hein, mon esprit, il y a pensé plusieurs fois. Il n'y a pas pensé qu'une fois. Il y a pensé, il y a pensé plusieurs fois. C'est-à-dire que ça m'est revenu pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça me revenait tout le temps, ce truc, parce que je me disais, mais quand même, je ne l'ai pas donné. Alors que si j'avais fait le vide carrément, mon esprit aurait été clair. Même pas, j'aurais cherché, ou je ne me serais pas posé la question. Je me serais dit, je vais en acheter un. Donc, la perte de temps, quand on réfléchit bien, parce que ça m'a pris la tête, cherché plusieurs fois, perte de temps aussi, hein. Oui. Du coup, j'ai pas eu l'esprit libre. Et là, ça m'a servi de leçon, cette histoire, et c'est vrai que je me suis dit, plus jamais je garde des trucs. Tout ce qui ne coûte pas cher, de toute façon, ça n'a aucun intérêt de garder. Tu me permets, c'est intéressant ce que tu dis parce que concernant les personnes en fait qui se posent des questions par rapport à ça et qui se disent ouais mais moi tu sais on a rencontré beaucoup de personnes comme ça qui gardent et qui cumulent parce que justement ils ont peur de perdre de l'argent et ils veulent faire des économies en fait. Donc ils cumulent tu sais des choses monstres mais dans leur idée ils font ça pour faire des économies. Et donc, ils préfèrent garder plutôt que de jeter et de racheter derrière. Et tu vois, on rentre après dans un cercle vicieux de cette psychologie où comment dire, on amasse un tout petit peu beaucoup d'affaires et on se retrouve parfois même débordé avec tous ces trucs-là parce que tu as donné un exemple justement de ces choses-là. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Bien, ce que je veux, ça, c'est un très bon exemple parce que c'est déjà bon. Là, il y a déjà là aussi, hein, il y a des croyances derrière tout ça, hein, qui sont dues, ben, évidemment, à l'éducation, hein, principalement. Et, c'est vrai que à partir du moment, alors moi j'ai trouvé un principe, hein, une méthode où j'aide les gens à faire du vide. Des fois, c'est très très simple parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas du vide. Il y a un côté aussi émotionnel là-dedans. Donc, il y a 2 raisons, hein. Effectivement, il y a la peur de devoir acheter ou de dépenser, puis il y a le côté émotionnel, c'est-à-dire, là, c'est un cadeau, on me l'a offert, voilà. Et on garde des choses qu'on n'aime pas parce qu'on nous les a offertes. Et ça nous encombre la maison, et surtout, il y a une chose qui est plus importante là-dedans, c'est les mauvaises énergies que ça donne.
C'est intéressant. Est-ce que tu peux approfondir là-dessus, justement, pour que l'audience comprenne? En tout cas, je caresse l'espoir que tout se passe bien au niveau du son. J'ai regardé un tout petit peu, j'ai pas vu d'autres commentaires défiler par rapport à ça. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu plus en détail, justement, de ce truc-là? Eh bien, imagine que tu gardes quelque chose qui, en fait, cet objet, il est là, il est dans ton séjour, il est là, il est devant toi, et quelque part, tu le gardes parce que c'est le cadeau de la belle-mère, de la mère, hein. L'arrière-grand-oncle. Voilà. C'est c'est ça qui est important, c'est qu'en fait, on ne se rend pas compte que le cadeau, à partir du moment où cet objet ne te plaît pas, ou que tu n'as pas un lien avec l'objet, ça c'est très important. C'est que quelque part, il ne te correspond pas non plus. Et s'il ne te correspond pas, il ne va pas dégager de bonnes zones pour toi. Mhm. Et ça, c'est très important d'en avoir conscience. Et il y a une solution à ça. D'accord. Et là, j'avais fait un défi il y a quelques temps, et c'est vrai que ça m'a fait sourire, parce que j'ai plein de gens qui ont fait un vide, du coup, impressionnant comme ça. Mhm. C'est simple. Quand vous avez un objet que vous n'aimez pas, qui vous dérange cet objet, mais vous le gardez parce que vous pensez que vous êtes obligé de le garder, eh bien, vous faites une photo de l'objet. Vous prenez sous toutes les coutures. Vous l'avez dans votre téléphone, vous l'avez dans votre ordinateur. Il est là. Parce que qu'est-ce que vous devez retenir? C'est le geste. La personne, c'est pas la valeur de l'objet qui était importante pour elle. C'est de vous avoir fait un cadeau. C'est le geste. C'est d'avoir pensé à vous. Qu'est-ce que vous devez garder, vous? C'est le geste. La photo vous rappelle le geste, pas la valeur. Alors, du coup, c'est vrai que les gens, du coup, ça les a un petit peu, ça les a fait réfléchir. Ils m'ont dit, oui, c'est vrai, en fait. C'est le geste. Et je leur dis, est-ce que vous gardez les bouquets? Parce que vous offre un bouquet des familles, qu'est-ce que vous en faites? On le garde. On le conserve. Et là, du coup, là, ils le jettent. Alors, je dis, ben là, votre bouquet, maintenant, vous allez en faire une belle photo et vous allez garder aussi le geste, tout comme l'objet. Le geste, Mhm. retenez bien que ce qui est important, c'est le geste. C'est le geste que la personne, c'est la pensée qu'elle a eue pour vous. Ça, vous devez garder. Mhm. Et ça, si vous l'avez dans votre téléphone, vous l'avez dans votre ordinateur, vous avez ce geste. Vous l'avez pas